Alors, deux sujets dans cette émission de Tête à Clash. Trump, faiseur de guerre ou faiseur de paix dans le contexte du Venezuela et de l'Iran. Deuxième sujet, est-ce qu'il est temps de faire tomber le gouvernement Le Cornu dans le contexte des élections municipales qui arrivent? Parce que nouveau gouvernement veut dire très souvent nouvelle majorité ou pas au Parlement. Et on a 4 invités. Ces 4 invités, c'est un nouveau. Gabriel Decroix, vous êtes journaliste. Bienvenue à bord. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Merci de venir nous rejoindre. On va voir ce que vous avez dans le ventre. Jacques Georges, qui est un ancien. Jacques Georges, c'est aussi un ancien expert auprès de la Commission européenne. Oui, j'ai travaillé 25 ans pour la Commission européenne, donc les anti-européens, j'en suis un petit peu, je les comprends, mais moi j'ai un jugement nuancé sur le sujet, ce qui est original. Oui, merci pour vos nuances. François Martin, géopoliticien. Essayiste. Et essayiste. Et vous avez un essai qui sort d'ici un petit mois. À peu près, oui. Très bien. La France dans le chaos du monde. J'ai hésité à l'appeler le chaos de la France dans le monde, mais c'est à peu près c'était le chaos de la France dans le chaos du monde. Voilà, c'est pas mal. Ok, le chaos au carré. Voilà. Et le dernier, c'est Éric Rechermoz. Et vous êtes cadre exécutif au Patriote. Absolument. Et sur les sujets européens, tout le monde a l'impression d'avoir un avis nuancé, je pense. Quel qu'il soit. C'est pas souvenir que j'ai des précédentes interventions. Ça commence. Dans tous les cas, vous avez vu, on a 2 générations. Les jeunes, ça va péter. C'est exactement ça. Hein, les modernes, les anciens. En tout cas, c'est les trentenaires contre les, on va dire, plus de 70 ans. Quelque chose comme ça. Du tout. Au contraire, moi j'aime beaucoup les trentenaires. Hein, franchement. Oui, pas trop. J'aimerais bien revenir. Ça, c'est la machine à remonter le temps. Oui. On sait que ça marche pas. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Alors, Trump, entre Venezuela, enlèvement de Maduro, l'Iran, où Trump menace d'intervenir et de bombarder les gardiens de la révolution, et le Groenland, que tout simplement Trump aimerait bien s'accaparer, la question, c'est est-ce que Trump est un faiseur de paix? Il les court même après le prix Nobel de la paix, semble-t-il, ou est-ce qu'en réalité, c'est un faiseur de guerre? Et le premier qui intervient, c'est François Martin. François. Ça ne t'étonnera pas, mon cher Franck. D'abord, je te salue. Et bonjour. Je te souhaite une bonne année. Ça ne t'étonnera pas si je te dis que c'est ni l'un ni l'autre. Non, c'est pas mal formulé, mais c'est ni l'un ni l'autre. Ah, oui. À mon avis, Trump a un objectif et un seul, c'est de gagner les midterms. C'est la seule chose qui l'intéresse. Donc, ce qui l'intéresse aujourd'hui, c'est ni de faire la paix, ni de faire la guerre, c'est de faire des opérations de cinéma, de telle sorte de monter dans les sondages et de plaire aussi bien au va-t-en-guerre qu'à l'Américain moyen. Parce que jusqu'à présent, il était déchiré entre les va-t-en-guerre qui veulent qu'il fasse la guerre en Ukraine, qui continue, qui fasse jamais la paix, et ceux de son mouvement MAGA qui lui disent « tu ne t'occupes trop de la guerre, tu nous as dit que tu arrêterais les guerres en 24 heures ». C'est là-dessus qu'il a été élu aussi. C'est là-dessus qu'il a été élu. Il est déchiré là-dessus. On se souvient de l'INSEE, de comment elle s'appelle, de Marjorie Taylor Greene, etc., etc. Et il a trouvé une façon assez extraordinaire, c'est de faire une opération à la Tom Cruise, où ils vont chercher un type qui le sortent en pleine nuit avec les hélicoptères Chinook qui vient, alors que tout indique que ça a été préparé par la CIA et que les types l'ont vendu et qu'ils l'ont livré saucissonné au pied de l'immeuble à 3h05 du matin. Hein, tout le reste était arrangé. Mais il sort de là, l'Américain, ce moyen bombe. Surtout qu'il n'y a pas eu de mort, hein. C'est très important, semble-t-il. Le torse, etc., etc. Donc je ne rentre pas dans le détail de l'opération, mais c'est une opération fabriquée. Il y a déjà des vidéos sur Internet où on voit Trump habillé en James Bond qui fait toran, et pan, il tire, et on voit l'hélicoptère Maduro qui est emmené, etc. Donc pour moi, c'est du cinoche. Voilà. Alors, le Réal me dit, et il a bien raison, il n'y a pas une mort américain, mais il y aurait eu environ 60 morts côté vénézuélien. Dont les 40 personnes de la garde de Maduro qui n'étaient pas des Vénézuéliens, mais des Cubains. Ouais, déjà, c'est un grand classique, quand tu te fais garder par des gens d'une puissance étrangère, ça veut dire que tu n'as pas vraiment confiance dans ta propre armée. C'est tout à fait vrai. Voilà. Jacques Georges, je crois que vous êtes en opposition, ou en tout cas pas avec François Martin. Non, moi je suis plutôt pro-Trump, globalement pro-Trump quand même. Ouais, alors, moi je voudrais dire 2 mots, parce que j'ai au moins l'avantage de l'expérience ici, c'est que j'ai fait beaucoup de choses dans Par rapport à François Martin qui débute. Moi, ça me va bien. Non, par rapport aux jeunes en particulier. Ah oui, okay. Mais non, j'ai dans un passé lointain, très lointain,
lointain, c'est de 73 à 79. J'ai été trésorier puis directeur financier de la grosse filiale française d'une grande multinationale américaine de l'industrie chimique. Ok. Et en quoi ça vous donne des compétences et alors, pour parler attendez, Trump? justement, j'ai été élevé dans un milieu anglo-saxon, de managers anglo-saxons. Je les connais très bien. Ils m'ont formé en quelque sorte. Ok. Et donc j'ai connu ce que c'était que la grosse multinationale américaine avec des patrons avec qui c'était 100% anglo-saxon. Ça on a compris, mais Trump. Alors justement, j'ai connu beaucoup de Trump à ce moment-là. C'est ça que je veux dire. D'accord. J'ai connu beaucoup de Trump à ce moment-là, c'est-à-dire des gens, c'était dans le domaine financier, des gens qui ont une obsession du chiffre, du résultat. Tout le reste, ils s'en foutent. Le baratin, ils s'en foutent. Des gens qui ont une vision très pragmatique. Des gens qui ont une faible tolérance, c'est moins qu'on en puisse dire. Et ça coche les cases pour Trump? Oui, bah oui. Pas du tout. Ah bon? Alors, attends, laisse-moi terminer quand même. Vous le pensez pragmatique Moi, je pense qu'il est pragmatique, oui, absolument. Oui, mais pas dans le Et en quoi a-t-il... Excusez-moi, mais on accélère. En quoi a-t-il montré qu'il était pragmatique? En enlevant Maduro, mais en maintenant la vice-présidente Maduro, c'est un pouvoir, épisode des rêves. en racontant qu'il veut s'accaparer le Groenland, et en menaçant... En quoi est-ce pragmatique? Parce que c'est quelqu'un qui pousse son avantage en sachant jusqu'où ne pas aller trop loin. C'est en ça qu'il est pragmatique. Je crois que ses objectifs sont patriotiques, mais que son cynisme est pragmatique, mais que sa manière de faire fait qu'il va très loin. Et il s'arrête au moment où il faut s'arrêter. Il sait s'arrêter là où il faut s'arrêter. Et c'est quand même Gabriel Decroix, vous êtes là-dessus sur un Trump qui serait finalement... je vais le traduire, assez grande gueule, mais en réalité très mesuré, ou en tout cas sachant ne pas aller trop loin. Sachant où il va. Vous comprenez ça, vous je comprends un petit peu. Alors effectivement, il est très grande gueule, et je trouve qu'il met quand même en application ce qu'il dit. Oui. Après, moi j'avoue qu'il m'a surpris quand il a capturé Maduro. Je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça donne au niveau de la captation, de l'exploitation des ressources au Venezuela. Parce que c'est ça l'objectif. On parle beaucoup de ça, mais en même temps, on peut. Pardon, c'est un peu choquant, non, qu'une grande puissance intervienne. C'est lamentable, c'est absolument. Pourquoi c'est lamentable? C'est un acte de guerre. Oui. La France, on est présent dans cette région. La France est présente en Amérique du Sud. La Guyane n'est pas très très loin du Venezuela. Juste. Trump essaye de défendre ses intérêts qui sont les intérêts états-uniens, fait donc de l'impérialisme dans la grande tradition de la doctrine Monroe depuis longtemps. Oui, qu'on rappellerait Monroe maintenant. Monroe désormais. Avec un peu de Donald dedans. Puisqu'avant, la doctrine Monroe, c'était les États-Unis qui disaient « Européens, barrez-vous d'Amérique latine ». Et maintenant, c'est l'Amérique latine, c'est à nous, on fait ce qu'on veut, comme aux grandes heures de la guerre froide dans les années 70, où ils faisaient putsch sur putsch avec la CIA et ainsi de suite. Mais c'est peut-être leur intérêt à eux, ce n'est pas notre intérêt à nous, on est présent dans la région. Lui, il veut s'accaparer, voler tout le pétrole qui a été nationalisé dans les années 70 par les Vénézuéliens. C'est pas notre intérêt à nous. Et il faut savoir dire, même si par ailleurs... Notre intérêt à nous, Français ou Européens, Français d'abord, la stabilité dans la région et arrêter de cirer les pompes des États-Unis dans toutes leurs guerres impérialistes. Mais vous en foutez, en fait, du fait qu'il y ait eu, 8 millions de Vénézuéliens qui soient allés vivre entre la Colombie et je ne sais quel autre pays, parce que c'est une dictature pure et dure. Mais c'est pas du tout la question de ça. Si on devait faire, on va pas enlever ou faire des actes de guerre auprès de toutes les dictatures qui existent. Sinon, ça serait la Troisième Guerre mondiale dans la minute. C'est pas parce qu'on n'aime pas un dirigeant, c'est pas parce qu'un dirigeant peut être se comporter de manière absolument... On disait exactement la même chose pour Kadhafi. Oui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les Atlantistes, dont la France, malheureusement, l'ont putché. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été le désastre. C'est le désastre absolu. Donc, c'était la même chose pour l'Irak. C'est pas parce qu'un dirigeant est un mauvais dirigeant, un dictateur, quelqu'un d'horrible, tout ce qu'on veut, que ça donne le droit de faire des actes de guerre. Gabriel, concernant l'Iran, est-ce que l'intervention américaine, qui n'a pas encore eu lieu, pour l'instant c'est des mots, mais on sait qu'il y a un bain de sang là-bas, il y a une population qui est en révolte et qui multiplie les révoltes assez régulièrement, est-ce que là une intervention américaine serait justifiée ou pas? Moi, je pense que oui. Alors, c'est vrai que les États-Unis nous ont habitués à leur interventionnisme. Et on leur en a voulu, ça a déstabilisé plusieurs pays comme oui, parce que c'est des grands habitués de l'interventionnisme, comme l'Irak, qui s'en remet pas. Donc là, je sais pas si c'est vraiment justifié. C'est pas à eux de décider, c'est pas chez eux.
Par contre, le problème, c'est que Trump, il avait dit qu'il ne serait pas interventionniste. Il a été élu notamment pour ça, pour ne pas être un gendarme du monde. Oui. Je pense qu'il décevrait une. En fait, il a trahi sa base. La base MAGA et le principe d'élection de Trump, c'est le non-interventionnisme. C'est on reste dans notre précaré et on n'a pas le droit, on s'interdit d'aller intervenir dans les autres pays. Or, une des premières choses qu'il fait, c'est d'ailleurs le soutien à l'Ukraine, d'une certaine manière, mais aussi l'invasion, en tout cas l'enlèvement au Venezuela. Il y a quand même un truc qui déconne. Oui, qui déconne. Je pense qu'il va trop loin, parce que par rapport à la guerre en Ukraine et en Terre Sainte, oui. Je pense qu'il a justement... On peut le saluer pour avoir essayé de résoudre les conflits. Qui traînait depuis plusieurs années, alors que là, je trouve qu'il est trop dans la provocation et qui crée même du conflit en fait. François Martin, je pense que c'est son style ça. Mais si on regarde la réalité, mais sur le fond, je suis d'accord avec Jacques Georges. En fait, il y a un élément que je cite toujours, c'est l'interview de Marco Rubio par Megyn Kelly, la journaliste américaine, le 30 janvier. Il vient d'être nommé le 20 janvier. Le 30 janvier, il fait une interview où en fait il déroule toute la stratégie américaine. Et à un moment donné, Megyn Kelly, vers la fin de l'entretien, lui dit « Et l'Ukraine ?» Il dit « Ukraine has lost ». Donc le 30 janvier... Dans la doctrine américaine, il est clair que les Américains ont perdu, que l'Ukraine a perdu et que ce n'est pas leur rôle d'y aller. Alors ensuite, il va faire du cinéma, à mon avis, parce qu'il a besoin de trouver une posture le temps que Poutine mange tout ce que Poutine avait dit dès le début, qui était à lui et qu'on le reconnaisse. Mais... je veux dire, il n'y a pas là-dedans, à mon avis, de volonté hégémonique des Américains. D'ailleurs, il n'y a pas de volonté. Et le Groenland, alors là, du coup, j'ai du mal à entendre, parce que si on bascule sur le Groenland, c'est pas hégémonique, je sais pas ce que c'est hégémonique. C'est pas hégémonique. Regardez la situation. C'est leur hémisphère, alors, c'est à eux. Je voudrais finir ma phrase, mon cher ami. Si on regarde aujourd'hui le document de stratégie américaine, je ne vais pas le lire parce que il dit très clairement que les Américains ont abandonné la question hégémonique. Par contre, le Groenland, c'est pas hégémonique, mais pour eux, c'est totalement stratégique. Oui, mais je vous renvoie, attendez, je vous renvoie au livre de Sylvain Ferreira qui vient de sortir, qui s'appelle La fin de la domination américaine. C'est une étude du système militaire américain. Oui. Les Américains sont dans une situation sur le plan économique, sur le plan du financement, sur le plan technologique, sur le plan humain et sur le plan des matériaux critiques qui est absolument catastrophique. Aujourd'hui, vous avez un système dans lequel la plus grande puissance du monde achète ses minéraux critiques à son principal ennemi. Ça n'a aucun sens. Donc, ils cherchent désespérément des solutions de recours. Jacques Georges, ça justifie... Je termine. Oui, mais... Ils peuvent se choper le Venezuela en poussant 3 ou 4 coups de gueule. Mais on ne parle pas du Venezuela, là on parle du Groenland. Ils disent que c'est leur hémisphère. S'ils peuvent se choper le Groenland, ils font une affaire extraordinaire et ils se sortent de la merde. C'est une affaire extraordinaire. C'est tout ce que Trump essaye de faire. Jacques Georges. Moi, je voudrais insister, redire ce que si c'est pour la même chose, ça ne m'intéresse pas, Jacques. Insister là-dessus. C'est vrai que la situation, la situation qu'a pris Trump en arrivant au pouvoir, eh bien, c'est pas de la tarte. Je peux vous dire que les défis auxquels est confrontée l'Amérique sur le plan énergétique, sur le plan financier, sur le plan du dollar, etc., sont terribles. Et non seulement terribles, je ne pense pas qu'il y ait un dirigeant capable de gagner, de surmonter des obstacles énormes qui sont devant l'Amérique. Ça, c'est les fondamentaux. Alors, ça explique que Trump apparaisse un peu, effectivement, il est très décisif, il est très radical, parce que la situation n'est plus encore, c'est tout. Non, mais là, il faut arrêter Moi, il y a beaucoup de choses qui ont pu me plaire chez Donald Trump, et il y a beaucoup de choses qui sont
sont intéressantes. Mais là, il faut arrêter de lui cirer les pompes H24. C'est un acte de guerre. Il veut s'emparer. Ils sont complètement hégémoniques. Ils tweetent en permanence des photos du Groenland avec le drapeau états-unien dessus, du Canada. Ils disent « This is our hemisphere ». Ils relancent complètement ce côté-là. C'est de la com extrêmement claire. Politiquement, c'est extrêmement lisible. Et c'est pas notre intérêt à nous. Et encore une fois, la France est sur cet hémisphère. Si demain, au nom de la lutte contre le narcotrafic dans les Antilles, ils veulent annexer ou alors bombarder des bateaux de pêche en Guadeloupe, en Martinique, etc. Là, vous direz « Ah, c'est difficile. Ils sont dans une situation difficile, les États-Unis, avec la drogue, etc. » Personne n'a justifié, mon cher ami. Qui a justifié ? Vous lui cirez les pompes depuis tout à l'heure. J'ai pas dit ça. Alors là, je récuse absolument que vous analysiez, cette idée du cirage de pompes. Je dis que j'essaie de comprendre la stratégie de Trump. J'ai pas dit qu'on était d'accord. Et d'autre part, je rappelle que là, tout le monde va chercher la pince à linge pour dire que Trump est sale, etc. Oui. Ce sont tous des faux culs. Parce que toute la politique internationale n'est faite que de coups tordus, etc. Que ce soit la République démocratique du Congo, où on achète depuis 25 ans des minéraux critiques au Rwanda, alors que le Rwanda les vole à côté. Il y a 10 millions de morts, tout le monde s'en fout. Le Tibet, tout le monde s'en fout. Les Ouïghours, tout le monde s'en fout. La Syrie, où il y a je ne sais pas combien de morts, les femmes et les enfants, depuis des lustres, des dizaines d'années avec Bachar, tout le monde s'en fout, etc. Alors, il faut arrêter, quoi. Oui. C'est la real politique, en fait. Je ne justifie rien quand je dis ça, mais je dis, arrêtez de dire que Trump n'est pas gentil, alors que les autres le sont. Attendez, Trump, c'est l'arrêt de l'hypocrisie. Maintenant, c'est l'alignement de la politique sur le réalisme, sur les vérités très dures, terribles qui sont devant nous pour tout le monde. Alors, la même chose pour Georges Bush. En disant ça, on n'a pas dit qu'on est d'accord qu'il devait le faire. Un petit peu. En tout cas, il rappelle bien que tout est rapport de force, tout est question d'intérêt. Oui. Et qu'il ne faut pas dire il y a des méchants, des gentils. Et peut-être que la France devrait s'inspirer aussi de ça, parce qu'elle montre qu'elle a pas d'autorité, elle est plus écoutée en matière de diplomatie. Mais Trump est un exemple pour la France ? En matière de patriotisme, de volonté de Attendez, vous avez un exemple concret ? Qu'est-ce que la France pourrait en matière de protectionnisme, faire par exemple, de taxes. Je pense évidemment au Mercosur. Il aurait fallu battre des pieds et des mains pour essayer d'annuler ce traité qui dessert la France. Alors que la France est quand même un des premiers contributeurs de l'Union européenne. Elle aurait pu au moins pousser un peu plus. Être plus résistante, parce qu'en réalité, c'est un peu au dernier moment. Voilà, elle est toujours, pas grand-chose. Elle est toujours en réaction et encore. Donc elle aurait pu s'inspirer des États-Unis, mais là je pense que quand même Trump, comme dit notre ami, il est allé trop loin. Et ça va pas. C'est la réelle politique, mais c'est aussi nous. Les temps changent effectivement, mais à nous en tant que Français de ne pas être d'accord avec ça. C'est pas pour dire il y a des gentils et des méchants, c'est pour dire quand il y a des choses qui sont contre nos intérêts, il faut s'y opposer et dire juste c'est pas facile pour les États-Unis, ils sont en crise, ils sont ceci, ils sont cela. Nous on a aussi des intérêts à défendre et notre intérêt c'est pas de laisser faire les États-Unis, les cow-boys n'importe où. Et je veux finir sur un mot. On utilise le mot américain beaucoup autour de la table et en général. Le fait d'utiliser le mot américain pour parler des États-Unis d'Amérique, le fait de parler plutôt que de Golfe du Mexique, Golfe d'Amérique, comme Donald Trump souhaite le renommer, tout ça, ça contribue. On est habitué à dire américain, etc. Mais tout cela, ça états-unien. Oui, parce que ça contribue d'un point de vue lexical à leur donner une légitimité de super gendarme interventionniste, sur un gendarme qui s'affranchit totalement des règles internationales. Alors qu'on a un pied sur place. Qui s'affranchit de l'ONU. On a plusieurs pieds en Amérique. La France est en Amérique. Et, il nous reste 2-3 minutes pour clore ce débat. Je voudrais, puisque vous, François, vous avez commencé le débat en disant qu'en fait, c'est des manœuvres électorales. Je pense, oui. Pour les midterms qui sont dans 8 mois. Voilà. Mais il y a aussi un autre... chercher les bateaux, arrêter les bateaux russes, etc. C'est la même chose, à mon avis. C'est du cinéma. Les véritables affaires n'ont pas encore commencé, à mon avis. Elles vont commencer après les midterms. Mais est-ce qu'il n'y a pas... S'ils les gagnent. Oui, c'est ça. Pour l'instant, il est mal parti dans les sondages. Dans les préliminaires. Est-ce qu'il n'y a pas un élément qui va renforcer la difficulté qu'aurait Trump à gagner ces midterms ? C'est ce qui s'est passé à Cincinnati il y a quelques jours, avec cette femme qui a été
flingué dans des conditions un petit peu bizarres par ICE, Minneapolis, c'est pas à Cincinnati, à Minneapolis, par cette femme qui a été tuée par ICE, la police anti-immigrants. Est-ce que là, c'est pas quelque chose aussi qui peut déséquilibrer Trump? François, on va essayer de le faire assez rapidement. Je pense que dans une situation comme ça, si les démocrates avaient été ce qu'ils étaient autrefois, il y aurait eu un lancer de trucs mondial comme ce qu'ils ont fait avec Black Lives Matter. Mais aujourd'hui, les démocrates n'ont plus de punch, ils n'ont plus les moyens. Bon, c'est pas seulement les démocrates, c'est peut-être la population. Cette femme, elle fuit le contrôle. Elle remet, ils lui disent arrêtez, ils sont en joue, et elle redémarre sa voiture. Oui. Aux États-Unis, si vous redémarrez votre voiture alors qu'on vous dit de vous arrêter, on vous flingue de toute façon. Donc, femme ou pas femme, enfant ou pas enfant, est-ce que pour vous, ça risque d'être un problème, cette histoire de cette femme tuée à Minneapolis? C'est les États-Uniens, c'est compliqué chez eux. D'un point de vue de la police, ils ont une culture très particulière, effectivement, au niveau de la violence, qui n'est pas la même, que ce soit dans la population ou dans la police. Après, il y a, heureusement ou malheureusement, il y a des polémiques comme ça vis-à-vis d'actes policiers, en particulier sur l'ICE, qui font des scandales. Tous les ans, il y a quelque chose, et il y a un scandale au niveau des États-Unis. C'est un pays super violent, pas que au niveau de la police, mais aussi au niveau de la population en général. Et même dans le business. Donc c'est... Vous l'avez expérimenté, ça, dans le business? Oui. Moi, j'ai été très heureux chez eux. Mais c'était violent, je peux vous dire, c'était très violent. Mais moi, ça me plaît, c'est une atmosphère virile. Et j'étais jeune, j'étais combatif, je bossais beaucoup, ça m'allait bien. D'accord. Peut-être à mon âge, ça serait plus pareil. Okay. Dans les écoles. Gabriel Decroix, sur cette histoire. Moi, je pense que c'est un épiphénomène. Alors après, j'ai pas bien suivi l'histoire. Il faut voir la couleur aussi des policiers. S'ils sont noirs, il se trouve que la femme est blanche. Ouais. La femme est blanche et tous les policiers sont blancs. Ah, ok. Donc déjà, le fait que la femme soit blanche, ça atténue un petit peu, je pense, pour les positions... Je comprends pas, la couleur a quelle importance, cette histoire? On sait qu'on connaît le... bien sûr, c'est fondamental. Expliquez-moi. Parce qu'il y a toujours cette logique de victimisation des démocrates quand la victime est blanche, une femme... Oui, mais ça enlève un argument. Ça enlève l'argument du racisme. Oui, c'est ça. C'est presque pire pour la police ici. Bah non, justement. Ils ont descendu une blanche, il y a pas de raison, quoi. Si, justement. Ça veut dire que les blancs sont en péril aussi pour la base MAGA. C'est ça que ça veut dire. Non, mais je trouve que ça veut dire qu'on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un meurtre ou d'un acte raciste, mais que c'était simplement un acte de répression pour maintenir l'ordre public, puisque la personne a refusé d'obtempérer. Et je pense que ça n'aura pas de répercussions. Jacques, moi, je voudrais dire ce sera le mot de la fin pour ça. Je voudrais dire, tant mieux, mais moi, je voudrais dire simplement qu'à la limite, m'en fous. Moi, personnellement, s'il perd les midterms, c'est pas grave, parce que la révolution conservatrice, il l'a lancée, et elle est, à mon avis, elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir en Amérique, elle a de l'avenir en Europe, et elle a de l'avenir dans le monde en général. C'est ce qui me rend quand même optimiste pour le long terme. Extra. Merci pour cette conclusion. On se retrouve dans quelques secondes pour le sujet numéro 2. À tout de suite. Allez, rebonjour. Le Cornu en difficulté, le budget est bloqué, menace de censure. Est-ce que le gouvernement ne joue pas avec le feu quelques mois avant les municipales? Et est-ce que c'est en fait le bon moment pour faire tomber le Cornu, alors qu'on va tous voter pour élire nos maires respectifs, MAIR, et également qu'une censure veut dire nouvelles élections législatives. Alors on parle d'un couplage des législatives avec les municipales, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le contexte de la présidentielle qui est dans une année et un petit peu plus? Éric, qui connaît bien les histoires françaises. Éric Richard-Mose. Le gouvernement de Le Cornu est minoritaire. Oui. A fortiori, depuis 2024. Il était déjà pas majoritaire. Il n'a déjà pas la majorité absolue en 2022. Il l'est encore moins depuis 2024. Les Français en ont absolument marre de Macron. On le voit dans les urnes, on le voit dans les sondages. Et sur les marchés. Sur les marchés, partout. Même des macronistes de la première heure sont partis. Soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers l'abstention, soit vers le ras-le-bol. Il faut qu'ils partent. Et puis là, ils continuent à nous jouer du pipeau. On est en pleine crise paysanne. Donc c'est une opportunité historique pour vous de faire sauter le Cornu? C'est maintenant? C'est dès que possible.
C'est dès que possible. Donc là, il y a l'actualité qu'on connaît, mais il faut qu'il parte au plus vite. À partir du moment où le gouvernement n'est pas légitime, mais comment perd de la stabilité. Ok, comment il retrouve la légitimité? On dissout, on vote. Le gouvernement a revoté un an après? Oui, le gouvernement a de la légitimité pour faire énormément de choses. Il tient sa légitimité du peuple. Le souverain en France, c'est pas Macron, c'est pas Le Cornu. Le souverain en France, c'est nous, électeurs, citoyens français. Ok, Gabriel Decroix. Alors moi, je trouve que dans ce théâtre démocratique, on a Le Cornu qui continue ses gesticulations. Et qui, il essaye de faire voter un budget, hein. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Bien sûr, alors moi je trouve qu'il en faut un pour la France. Il fait un numéro d'équilibriste, de funambule, où en fait il va essayer de jouer sa survie et celle de son maître, Macron. Et donc en fait il oppose à l'ordre que représenterait son maintien au chaos. Et en fait, je trouve que c'est pas sain, c'est pas. Ça sert pas les intérêts. Sur la ligne. Ça sert pas les intérêts de la France en fait, parce que on nous met dans l'urgence. Il veut nous mettre dans l'urgence du vote du budget qui traîne depuis plusieurs mois. Et d'ailleurs, il y a aussi une pression de la part des agriculteurs qui se mobilisent, qui ont besoin d'un budget pour avoir une vision. Mais malgré tout, je pense qu'on peut se permettre de retarder encore. Parce que là... Vous voulez dire retarder une dissolution? Non, retarder le vote du budget, parce que là, l'objectif, c'est atteindre les 5% de déficit par rapport au PIB. Déjà, je trouve pas ça très parlant. Et en plus, je trouve que, on va arriver aux 3500 milliards. On va arriver aux 3500 milliards de dette. On ne peut pas se permettre encore d'ajouter à la dette du déficit. Mais oui, mais s'il n'y a pas de vote de budget ou s'il y a reconduction du budget d'avant, on continue à creuser le déficit. Ça vous satisfait? Je pense qu'il faut changer d'intention et arrêter avec un surcroît d'impôts et de taxes qui va permettre d'augmenter les dépenses. Il faut inverser la tendance. Est-ce que c'est le bon timing pour dissoudre? Est-ce que c'est le bon timing? Parce qu'il y a un grand favori dans les élections présidentielles qui arrivent, c'est le RN. Et est-ce que le RN a intérêt finalement à cette dissolution? Autrement dit, est-ce que pour dégager une mission, le RN, une majorité, est-ce que le RN a intérêt à s'unir avec la gauche? Jacques Georges, je reconnais que la situation... Moi, c'est pas trop mon sujet, ça, mais de toute façon... Vous voulez continuer à parler de Trump? Non. Moi, à chaque fois, je reviens sur le même sujet. Hein. Finalement, on n'arrive pas. Dans ce pays, aujourd'hui, toute tendance qu'on voit, on n'arrive pas à voter un budget dont l'ambition, c'est d'arriver à 4,7% de déficit, 4,7% du PIB de déficit. Oui. Ce qui est quand même inouï. Ça veut dire qu'on a 350 milliards de recettes et qu'on a 500 milliards de dépenses, qui a une différence de 150 milliards. Et on n'arrive pas à voter un budget laxiste, hyper laxiste, comme ça. Alors qu'il faut économiser 150 ou 200 milliards par an. Ah bah ça c'est la faute de... Ça remonte à Mitterrand et bon donc... Vous êtes OK si on coupe dans votre retraite pour économiser de l'argent? Parce qu'après tout... Pour moi c'est inévitable. Ça va arriver de toute façon. Inévitable. C'est inévitable. Vous thésaurisez en prévision de... Ça fait des mois et des années que je dis la même chose ici. Oui. Ça va se terminer comme ça, de façon... terrible. C'est-à-dire le FMI en France, le FMI en France, c'est ça? Tout le régime social va se casser la gueule et ça va se terminer à l'Argentine. Ça, je le pense depuis le début. Moi, ça fait des années que je dis ça. Et malheureusement, mon intérêt personnel, c'est que ça soit différé le plus possible pour que ce soit mes enfants et mes petits-enfants qui paient l'addition. Voilà. Mais malheureusement... Vous êtes contents, là, les deux trentenaires, hein? Vous allez payer pour la retraite. Les gens pensent comme ça, malheureusement. Il faut que ça casse le plus vite possible, que Macron, qui est quand même un grand responsable, foute le camp le plus vite possible et qu'on arrive à poser le vrai problème. Pardon, Jacques, c'est totalement contradictoire ce que vous venez de dire. Parce que s'il y a dissolution pour faire partir le Cornu, ce qui n'aura pas d'incidence sur le départ de Macron. Hein. Macron, c'est programmé dans un an. Quand même. Macron, et ça va retarder le vote d'un budget. Il y a un bol de Macron quand même que c'est inouï qu'un type comme ça, qui a 12% de soutien dans l'opinion, puisse se maintenir en arguant d'un texte constitutionnel. C'est ahurissant. Oui. François Martin.
Alors, moi, je pense que le problème, c'est ni le déficit, ni les problèmes qu'on a aujourd'hui, ni le cornu, ni le gouvernement, ni même les élections. Le problème, c'est le système oligarchique qui pille la France depuis le début, depuis Mitterrand ou depuis et qui est aujourd'hui totalement institutionnalisé. Regardez Delphine Ernotte, regardez Marlène Schiappa, tout le monde tape dans la caisse. Il y a 700 ODAC aujourd'hui, les organismes qui ODAC, je connais même pas le terme. Les ODAC, c'est les organes. Comment ça veut dire? ODAC. Voilà. C'est tout ce qui est les hauts commissariats, les hauts commissariats, les ADEME, il y a 700 fromages aujourd'hui qui piquent tout l'argent. Oui, de gens d'ailleurs qui aujourd'hui, le problème, c'est pas les ouvriers dans l'entreprise. Tous les directeurs tapent dans la caisse, y compris le patron lui-même, et on fait venir un comptable pour dire comment redresser la boîte qui perd de l'argent, et il dit il faut baisser le salaire des ouvriers. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est de virer la direction tout entière, c'est-à-dire tout le système oligarchique. Il n'y a pas que Macron, il y a tous ceux qui mangent autour de lui. Bien votre côté révolution. Donc, vous êtes chaviste, en fait, hein, François Martin. D'une certaine façon, on peut dire ça, Mais pardon, on va être très concret. Alors, ce que je veux dire, c'est que le but de ça, le seul objectif, c'est le chef de ça, aujourd'hui, c'est Macron. Il faut le délégitimer par tous les moyens, c'est la seule chose qui compte. Donc, si on oblige une dissolution à laquelle il est, d'une façon contre laquelle il s'arc-boute tenter plus, et qu'on l'obtient, on va le fragiliser. Il faut que ce mec parte la queue entre les jambes, même si c'est possible 3 mois avant la date normale. Pardon, on va être très concret. On va être très concret. Moi, c'est le FMI est en train de frapper aux portes de la France. Ça, c'est... Oui. Ok, c'est pas loin, hein. C'est pas loin. Ah, pas loin, pas du tout. Pas loin. Effectivement. Bien. Sauf que là, il y a 2 personnes, vous, qui coûtez beaucoup d'argent parce que vous êtes à la retraite. Exactement. Et vous avez dit, Jacques, que clairement, vous voulez pas baisser votre retraite. Ah, si. Vous préférez que ce soit les trentenaires. Non, je rigole. Les enfants. C'est François Martin. J'ai dit que c'était vous êtes OK pour en donner de votre retraite? À la tête et qui piquent de l'argent de tous les côtés. J'ai bien entendu que c'était pas vous. L'argent. Pardon, vous coûtez de l'argent, vous. C'est Ernotte qu'il faut virer. Je suis désolé. Ernotte. Je trouve absolument choquant que lorsque Alloncle fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il est en train de dépioter toute cette saloperie qui est devenue l'audiovisuel public. Alloncle, c'est la commission d'enquête. Voilà. Hein, on tire sur Alloncle. Enfin, c'est quand même ahurissant. Oui, mais... Toute la France devrait défiler en disant « Vive Alloncle ». Voilà. Il y a combien de frais aujourd'hui de bouche pour France 2 plusieurs millions d'euros par an, plusieurs millions par an. Voilà, c'est ça. C'est là qu'elle est. Et tout est comme ça. Alors, on va se mettre... Tout le monde va payer, hein. Les retraités vont payer lourdement, mais effectivement, il y a pas mal de ressources possibles de ce côté-là. Il faut couper dans le gras, mais vous pensez que couper dans le gras va pas être suffisant. Voilà. Nous, on est le maigre, nous. Attendez, pas tous ensemble. Personne ne veut le pouvoir aujourd'hui, c'est un bâton merdeux. Y compris le RN, il ne le veut pas le pouvoir, parce qu'il sait très bien ce que ça veut dire. Alors, quelle majorité pour gouverner la France? Il n'y a pas de solution. Pour moi, je vois pas de solution. Vous êtes tous les 4 en train de me... Attendez, Jacques, parce que là, moi, j'aimerais... Ça commence à me chauffer, cette histoire. Vous êtes tous en train de me dire, il faut une dissolution. Et d'un autre côté, vous me dites, de toute manière, il n'y aura pas de majorité, donc on s'en fout. Je dis pas ça. Donc ça sert à rien de dissoudre. Gardons la majorité qui est là et apprenons à nous parler. Il n'y a pas de majorité, c'est une minorité qui dirige. Vous avez raison, il n'y a pas de majorité. Vous avez raison. Et quand il y aura dissolution, il passera à 8 ou 9%, parce qu'on dira, c'est lui qui est la cause du bordel actuel, et ça sera vrai. Ça peut pas être pire, et quand il y a des élections, il y a des débats, les gens se politisent davantage, et ça peut pas être pire que la situation actuelle. La situation actuelle ne plaît pas à la droite, ne plaît pas à la gauche, elle nous ruine à tous les niveaux. Alors, on en veut plus. Ça va pas être pire. Jacques Georges, il dit que ça va être pire. Et c'est nécessaire de sûr. Il y a une majorité possible autour du RN aujourd'hui. Et là, on n'a pas commencé à souffrir. C'est maintenant, c'est bientôt qu'on va souffrir. Mais ça veut dire que ça va être le RN s'il dégage une majorité aux législatives et ensuite à la présidentielle. Si le RN vient au pouvoir... C'est lui qui va faire le sale boulot ? La démocratie ne tiendra pas le coup, c'est ça mon idée. Le RN viendra au pouvoir et il ne se maintiendra au pouvoir que s'il serre les boulons, un coup de force, à coup de force, absolument. On a littéralement... Ça va se terminer par une dictature, au mieux, du FMI. On se gausse sur la démocratie, alors même qu'on a aujourd'hui un gouvernement qui est minoritaire et qui fait la loi depuis maintenant 1 an et demi quasiment. On a littéralement un gouvernement qui n'a pas ni une majorité de députés, ni une majorité de Français, un président qui est minoritaire. Donc la dissolution, c'est la recherche d'une majorité. On ne peut pas dire qu'on est dans une situation extrêmement démocratique quand les personnes au pouvoir
sont désavoués, élection après élection après élection. Si on était en Amérique latine, si on était en Afrique, eh bien on dirait peut-être que faudrait enlever des. Je dis pas que c'est ce qu'il faut. Mais là faut arrêter. En Afrique et en Amérique latine, c'est les généraux qui prennent le pouvoir. Eh ben, c'est ça que vous appelez de vos vœux? Pas du tout. C'est pas du tout ce que je dis. Ce que je dis, c'est que là, on a un gouvernement qui est délégitimé au dernier degré. Là, pour aller vers plus de démocratie, il faut des élections, c'est tout. Ouais. J'étais à Bamako au moment des élections où Giscard a perdu. J'étais dans l'hôtel à Bamako, voilà. Okay. Au moment où ils annoncent que Mitterrand a gagné, le Malien qui est à côté de moi, il dit « Bon, Giscard, là, on va le fusiller, là ?» Alors j'ai dit « Non, on le fusille pas. » Il me dit « Ah bon? Chez vous, le perdant, on le fusille pas ?» Mais il me regardait comme si j'étais complètement cinglé. Excellent, excellent. Voilà. Mais c'est pas une solution que vous préconisez. Ça se discute, ça se négocie, comme dirait Trump. Ok, il y en a un qui a peu parlé, et comme vous êtes là pour la première fois, Gabriel, je voudrais vous entendre. Allez-y. Finalement, on est à peu près d'accord. Je pense que voilà. Ça, c'est pas vous qui faites la synthèse, c'est moi. Alors, oui. Non, mais pardon. Moi, j'ai besoin de vous entendre. Non, mais voilà, pour continuer ce que je disais tout à l'heure. Pas sur Trump, rassurez-moi. Je pense qu'il faut aller au bout de la logique. Le gouvernement n'est pas en position de force. Et donc, il faut la situation... Là, on a des militants du statu quo. Non, mais attendez, la situation s'enlise. On dissout. Mais bien sûr. Et on risque de retrouver on situation d'avant. Parce que je ne sais pas si les... C'est un peu le risque quand même, non? Déjà, si les députés vont s'entendre pour une motion de censure. C'était bien pour ça que je disais, est-ce que le RN doit se joindre à la gauche? Moi, je pense que oui. Après, on a Macron et Lecornu qui ont agité le foulard de la dissolution s'il y avait une motion de censure. Oui, pardon. La gauche plus le RN, puisque le gouvernement actuel est minoritaire, devrait dégager une majorité. Il n'y a pas de majorité. Donc, moi, j'aimerais bien qu'on comprenne. Les socialistes sont le cul entre deux chaises, qui est un peu leur spécialité depuis quelques années. On va où? Vous qui comprenez, vous avez 30 ans, vous vivez dans la société française, vous allez voter. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de cette solution de dissolution? Qu'est-ce que ça va donner? On n'a pas de garantie, mais je pense qu'il faut essayer coûte que coûte. Parce que, voilà, comme disait Eric, ça peut pas être pire. Ça peut pas être pire, ou alors peut-être que ça peut s'aggraver. Jacques Georges va faire des bons. Ça peut peut-être s'aggraver à court terme, et pour mieux repartir. Je sais pas si. Oui, mais Gabriel, il y a la présidentielle dans un an. Ouais, non, mais... En fait, si on vote là, on va voter pour les maires. Si on vote aux législatives en même temps. On revote un an plus tard. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui vont dépenser beaucoup d'argent pour faire une campagne. Un an de plus de Macronie. C'est insupportable. Il continue à casser notre pays, à casser notre fierté, notre indépendance, à casser toutes nos conquêtes sociales. Si à un moment tu as un bistouri et que tu as la possibilité de crever l'abcès, tu crèves l'abcès, tu verras après. Il faut y aller, c'est tout. Je comprends, mais alors on va dire, les patriotes, dans une législative, présentent des candidats. Ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros de faire candidature, de faire campagne. Vous avez vu combien ça coûte? Chaque mois de mandat Macron nous coûte infiniment. Non, mais c'est pas ça. Là, oui, mais là, pratiquement, vous pouvez être demain candidat aux législatives quelque part. Oui, bien sûr. Et vous risquez de l'être un an plus tard. Comment vous financez concrètement? Là, on est dans le concret de la démocratie. La démocratie, ça coûte de l'argent. Je vais vous répondre. Comment ça marche? Ça, c'est de la tambouille, c'est des problèmes de parti, etc. Nous, en l'occurrence, actuellement, on n'a pas un centime. Les patriotes, on n'a pas un centime des banques. 100% de nos subsides viennent des dons et des adhésions de nos adhérents. Vous seriez capable de supporter 2 fois de suite des législatives? Oui, bien sûr. Bien sûr, et une présidentielle, parce on est plus de 40. Par rapport aux enjeux, c'est rien. Mais ça, c'est pas les problèmes. Les Français. Vous me trouvez petit en fait dans ma réflexion. C'est pas ça, mais c'est que par rapport aux problèmes du pays, les questions de trésorerie de partis politiques sont importantes pour les personnes qui travaillent dans les partis politiques. Mais c'est surtout. Les Français disent Macron explosion, comme dirait l'autre. Macron explosion, comme disait la dame gilet jaune qui a été. J'ai loupé ça. Dit ça. Et ils ne sont pas légitimes, qu'ils s'en aillent au plus vite. Chaque jour sans Macron nous fera faire des économies, nous fera gagner du temps surtout. Très bien. Et pour quelle solution? Jacques Georges, vous allez faire la conclusion encore une fois. Oh c'est trop gentil. Quel honneur. C'est trop gentil, mais moi ce que je crois, c'est que y a pas. Moi je vois pas de solution, ni RN ni aucune.
parce que tout simplement, l'obstacle à franchir est infranchissable dans des bonnes conditions. Je pense que, comme je vous l'ai dit, au mieux, ça se terminera par la dictature du FMI. Peut-être matinée de BCE si on reste dans l'Europe et dans l'euro pour diminuer un petit peu la douleur. Mais de toute façon, pour au augmenter moment, le tout cancer, va bien, ouais. on est dans le bonheur, mais demain, je peux vous dire, ça va pas être le bonheur. Là, on va connaître la situation des Du sang, Russes. de la sueur et des larmes, c'est ça que vous Absolument, nous proposez. absolument. Moi, j'ai connu la Russie en 2000. J'ai fait des missions pour la Commission européenne. Non, c'était pour une autre institution, peu importe. J'ai connu la Russie de l'an 2000, au moment juste du passage de Eltsine à Poutine, et je peux vous dire que c'était pas drôle. Avec des petites vieilles qui vendaient 2 citrons pour ne pas crever immédiatement, durer jusqu'au lendemain. Ça, je l'ai Là, vous connu. êtes le docteur Knock, là. Juste une seconde. François Martin, si Oui. vous le faites court, oui. Je pense qu'il faut pas essayer de mettre en place la solution définitive quand on est au début du problème. Oui. Il faut penser par étapes. La première étape, c'est de virer cette bande de clampins, de brigands, de salopards qui nous pillent depuis des dizaines d'années. Il faut les foutre dehors. Et si le RN, qui est aujourd'hui majoritaire dans l'opinion, et nous suffit pour les foutre dehors, même si le RN ne répond pas à ce que nous souhaiterions, moi je pense qu'il faut aujourd'hui choisir le bélier qui enfonce la porte pour rentrer dedans, dans la citadelle, et les foutre tous par terre. Et on verra après. Avec la solution Bamako, si on en fusille quelques-uns. C'est ça, là, je suis d'accord. Et après, on verra dans un deuxième temps qu'est-ce qu'il faut. Mais il ne faut pas confondre, se dire « Ah, mais je ne veux pas y aller parce que je ne suis pas sûr d'avoir la bonne solution définitive après. » Ça se construira petit à petit. Mais la première chose à laquelle il faut penser, c'est dehors, c'est ça. Comme ils disent, dégage, comme disaient les Tunisiens là avec Ben Ali là, dégage. Voilà. Ok. Aujourd'hui, Merci beaucoup. Que d'accent aujourd'hui. Achète un chat dans un sac. Comment? Il y a les expressions, on a acheté un chat dans un sac, Ouais. mais c'est bien ça. Moi, je suis d'accord qu'il faut urgemment se débarrasser de tout ce qui ne va pas, Voilà. mais quid d'après? Alors là, je suis très inquiet, très inquiet. Allez, messieurs, on se retrouve dans quelques secondes. On va avoir des coups de gueule et des coups de cœur. À tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Rebonjour, coup de gueule, coup de cœur. C'est Gabriel Decroix qui s'y colle. Votre coup de gueule, c'est quoi, Gabriel? Alors c'est l'État, le gouvernement par rapport à l'agriculture française. Donc déjà, je trouve qu'il n'a pas assez bataillé pour empêcher ce traité du Mercosur, voilà, qui piétine la souveraineté française, puisque qui dit agriculteur, production agricole dit souveraineté. Un pays qui n'est pas capable de vendre, de nourrir son peuple n'est pas souverain. Premièrement, et là, on voit qu'au dernier moment, Macron dit non, mais c'est trop tard. Donc on voit qu'on a un État qui est encore en réaction. Par rapport à ces mobilisations des agriculteurs, on a vu encore un État qui était en répression forte, qui a mis des hommes loyaux, honnêtes, qui nourrissent les Français au commissariat. Ils ont été mis en garde à vue. Donc on voit encore un État qui est fort avec les faibles, faible avec les forts. Donc c'est absolument détestable, déplorable. Sachant que Trump, lui, il aurait été beaucoup, beaucoup plus brutal si jamais des manifestations comme ça étaient arrivées. Peut-être, mais je trouve que c'est déjà trop brutal et inadmissible. On se demande, C'est pas certain qu'il l'aurait été. comment les forces de l'ordre se regardent dans le miroir. Je pense qu'ils subissent, mais voilà. D'accord. C'est la fin de votre coup de gueule? Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Jacques-Georges, votre coup de gueule, il est sur quoi? Moi, alors justement, sur les coups de gueule, j'ai trop d'inspiration. Je sais plus par quoi commencer. Faites le tri. Alors, je vais prendre mes lunettes quand même pour pas en oublier. Mais enfin, il y a les petites colères, il y a les grandes colères, puis il y a les immenses colères. Alors, je vais me concentrer sur les immenses colères. Il y a le badintérisme ambiant, par exemple. Donc, la sanctification du délinquant. Il y a la situation économique dont on vient de parler. Il y a le déclassement. Là, vous nous faites un medley de vos coups de gueule. Bon, Okay. alors, je vais me concentrer sur un seul. Allez-y, il vous reste une minute. Sur le racisme anti-blanc.
Oui. Ça, c'est quand même, c'est un bouquin. Il y a eu 2 bouquins là-dessus, un de François Bousquet et un de Pierre Demeuse. J'ai lu les 2 et je trouve. Donc là, il s'agit votre coup de... Non. c'est votre coup de cœur, C'est mon pardon, coup de cœur, excusez-moi. Donc, comment peut-on, 80 ans après la chute du nazisme, 60 ans après la décolonisation, 35 ans après la chute du communisme, comment peut-on tolérer, même simplement imaginer, que des Européens soient chez eux traités par des immigrés qui sont légaux ou illégaux comme une race maudite au nom de l'antiracisme? C'est-à-dire, le terme, on entend en France aujourd'hui, sale blanc. C'est possible aujourd'hui. Non, mais c'est inouï. C'est inouï ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, alors ça, plus avec la complicité d'une gauche qui est ouvertement collabo, et qui composée de blancs masochistes qui n'ont rien compris au film et qui en plus creusent avec motivation leur propre tombe. Alors ça, c'est un coup de gueule pour moi, c'est énorme. Peut-être d'ailleurs que je vais écrire un bouquin sur ce sujet dans les mois qui viennent, puisque je suis retraité, je peux écrire. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. François Martin, votre coup de gueule, il est sur quoi? Coup de cœur d'abord. Non, coup de gueule d'abord. Je suis désolé, c'est moi qui fais. C'est moi. Je commence par le coup de cœur parce que je vais dire le coup de gueule en fonction du coup de cœur. Alors, vous avez remarqué, je fais absolument pas ce que je veux dans mon émission. De toute façon, personne ne m'a jamais réussi à me faire ce qui est même pas mes parents. Alors allez-y, vous allez. Pas facile de contredire. François, mon coup de cœur, c'est Trump. Oui. Je vais étonner les gens et je vais pas lui tirer les pompes en disant ça. Oui. Je pense que c'est un mec qui défend vraiment son pays, quoi. D'accord. C'est un mec qui défend son pays. Comme Poutine. Voilà, il défend son pays. Alors, il respecte rien, je suis d'accord. Je suis pas d'accord pour laisser faire, etc. Mais je pense qu'il défend son pays. C'est un gars assez modéré, contrairement à ce qu'on dit. Voilà, je lis quand même... Ça, c'est mon Trump modéré, c'est quand même fort de café. Voilà, ça, c'est dans le document de sécurité nationale. Nos élites se sont gravement trompées sur la volonté des États-Unis d'assumer indéfiniment des responsabilités mondiales que le peuple ne considérait pas comme liées à l'intérêt national. Elles ont surestimé la capacité des États-Unis à financer simultanément un État-providence réglementaire, administratif massif, ainsi qu'un complexe militaire, industriel, diplomatique, d'aide étrangère tout aussi massif. Voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire, l'hégémonie mondiale, c'est fini. Assumer ça aujourd'hui dans le sentiment général des élites américaines, etc., qui sont hégémoniques, c'est pas facile. Et il essaye de remonter la pente. C'est le premier qui s'attaque mal au problème du Moyen-Orient. C'est le premier qui s'attaque à ce problème de l'Ukraine qui dure depuis longtemps. Je veux dire, il met les mains dans le cambouis. Ça, c'était votre coup de cœur. Donc, tout à l'heure, vous allez nous faire un coup de gueule. Je le fais tout de suite. À contre-temps. Vous enchaînez. Voilà. OK, dans tous les cas, je vous laisse les clés du camion. Là, dans 15 jours, c'est vous qui animerez l'émission et je serai à votre place. Pas de souci. On va bien rigoler. Alors, allez-y, enchaînez sur votre coup de gueule. Vous invite. Oui, si je suis invité. Ah, bravo, Eric, absolument. Avant, oui, c'est ça. Allez-y. Voir si tu remplis les conditions. Mon coup de gueule, c'est tous les faux culs et les saintes nitouches qui disent « passe-moi la pince à linge que je me la mette sur le nez parce qu'il n'est pas propre, il n'est pas gentil, etc. » Alors qu'on vit dans un monde absolument atroce où personne ne respecte les règles. Alors, moi, je veux que les gens assument la puissance, on est d'accord, et respectent les règles, les deux. Voilà. Mais aujourd'hui, dire « ah, regardez !» Et j'ai refait pas la liste que j'ai fait tout à l'heure. Pour moi, le pire de tout, c'est le Rwanda. On a fait les accords après la deuxième guerre du Rwanda, Badolit, Lusaka, etc., où on a partitionné le Rwanda, la République démocratique du Congo, et donné toute la partie Est, où il y a toutes les mafias du monde, en particulier les Américains, les Anglais, les Israéliens, qui pillent les richesses de ce pauvre Congo pour les donner au Rwanda. Et le Rwanda, il les vend au monde entier. Et nous, on allait embrasser les chaussures de Kagame. Et il y a 10 millions de morts. 10 millions de morts, c'est absolument atroce. Donc, je veux bien qu'on dise à Trump, maintenant tu restes chez toi, tu trouves un accord éventuellement avec le Groenland, etc. Mais à ce moment-là, que tout le monde respecte les trucs et qu'on dise pas lui est pas bien et nous on est propre. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Alors on va reprendre. J'aime pas l'hypocrisie. Je vais essayer de reprendre le fil de cette émission, ne vous en déplaise. Et Éric Richard-Mauze, votre coup de gueule.
Mon coup de gueule, c'est nos services secrets français intérieurs, la DGSI, qui, on l'a appris en décembre, a décidé de renouveler pour au moins 3 ans son contrat avec la société Palantir, donc qui est un géant de la surveillance, qui croise les données d'un petit peu tout, et qui donc donne à cette société étrangère, des informations quasi totales, en tout cas un niveau d'information absolument inédit. Enfin là, c'est une prolongation. On donne les clés de notre surveillance intérieure, de notre sécurité intérieure à des étrangers, alors que c'est un pays qui, sur certains points, on peut avoir des intérêts en commun, mais sur d'autres, c'est pas le cas. Il nous a espionnés, ça a été prouvé. Il y a énormément d'endroits de théâtres mondiaux. C'est le cas parfois en Afrique, c'est le cas parfois en Europe, où ils jouent contre nos intérêts. C'était le cas aussi d'ailleurs dans l'océan Pacifique, qu'on se souvient de ce qui s'était passé avec les sous-marins, le contrat avec les sous-marins qui devait être vendu par la France. Voilà. Il faut arrêter d'être... Moi, encore une fois, je l'ai déjà dit, Trump, il y a énormément de choses qui sont absolument intéressantes dans ce qu'il fait, mais la position française gaulliste qui se préoccupe de nos propres intérêts, c'est ni d'aller dire Trump, c'est pas bien, c'est mal, c'est sale, il faut l'envoyer à la poubelle quoi qu'il arrive, ni dire amen à tout, y compris quand c'est des choses qui sont contre nos intérêts à nous. La question, c'est y avait-il... Je ne veux pas commencer un débat parce que votre temps est écoulé, mais y avait-il une alternative à Palantir? Mais oui, là où on est très bon, on est extrêmement bon en France, en maths, en intelligence artificielle. Une des différences avec les États-Unis ou les Chinois, c'est qu'on a sous-investi. Il n'y a pas assez eu d'investissement public stratégique, comme ça a été le cas aux États-Unis énormément pendant les années 70, 80, 90, 2000, d'abord dans le corps militaire et ensuite dans le corps civil. Vous dites qu'il y avait une alternative à Palantir. Oui, bien sûr. Je ne la connais pas. Non, mais c'est à nous de développer ça. Ah, voilà. Parce que là, sinon... Elle n'existe pas, elle sera à développer. Plus on passe de temps avec un prestataire sur ça, plus on est pieds et poings liés. Donc, il y a un moment donné où on n'a pas quelque chose, et ben il faut qu'on le développe. On est capable de le faire. Ok, merci beaucoup. On passe au coup de cœur. Gabriel, votre coup de cœur. Oui, alors c'est toujours sur le sujet de l'agriculture. C'est imbriqué avec votre coup de gueule. Coup de gueule. Alors c'est en fait les agriculteurs qui se sont mobilisés, qui ont quitté leurs exploitations agricoles pour dire non à la politique du Mercosur, de l'Union européenne et la concurrence déloyale et puis toutes les normes coercitives. Ils ont joué leur va-tout, ils ont utilisé la force contre l'État parce que j'ai l'impression que l'État est sourd en fait quand il n'y a pas l'usage de la force, dans la mesure où il n'y a pas de mort, donc avec le blocage des grands axes, avec le déversement symbolique des 30 tonnes de pommes de terre sur le pont qui donne sur l'Assemblée nationale pendant le vote du budget. C'est le pont de la Concorde. Voilà, donc ça, je trouve ça magnifique, avec également le soutien. Certes, ils n'étaient pas très nombreux, quelques centaines de Français non-agriculteurs, qui ont apporté des sandwichs, des boissons chaudes aux agriculteurs qui étaient fatigués, affamés. Il y a même eu la présence d'un chef étoilé, dont je n'ai plus le nom, qui a préparé des petites merveilles. Des croissants, du thé et du chocolat chaud, entre autres choses. Voilà, c'est ça. Effectivement. Donc j'espère que c'est que le début, mais je crois que les agriculteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Votre coup de cœur, Jacques-Georges? Eh bien, je vais vous étonner peut-être, mais là aussi, j'ai un trop-plein. C'est quand même extraordinaire, hein? J'adore. Oui. L'important, c'est de faire le tri, vous savez. Oui. Alors, j'ai prévu un quart d'heure, mais tu vas pas me. Oui, non, je vais pas. On n'a pas le temps. Je vais simplifier. J'avais prévu le bandoneon de Claudio Constantini sur la valse perdue. Pour les amateurs de chansons, c'est pas de la chanson, c'est de la musique traditionnelle. La valse perdue de Claudio Constantini, simplement pour Claudio Constantini, la valse perdue. Écoutez ça dure 2 minutes. Et vous allez voir que c'est quand même moi ça me. Attention, vous avez 1 minute 30 pour parler. C'est très chouette. Claudio Constantini, la valse perdue. Bon, allez. Okay. Mon deuxième coup de cœur, c'était Jean d'Ormesson. Vous savez que Jean d'Ormesson, il est toujours mort, hein. Il est toujours. Mais non, justement. Non.
Non, justement, il produit beaucoup après sa mort. Justement, oui, justement, on a découvert un inédit qui s'appelle Quand l'enchanteur vint au monde, qui est en fait un faux inédit à mon avis, à mon humble avis. Je ne veux pas contredire Héloïse d'Ormesson, mais enfin bon, ça raconte. Héloïse étant sa fille qui était elle était éditrice. Il est sorti de son truc pour faire son dernier discours. Alors moi, je trouve que je connais bien je suis ami avec la nièce de Jean d'Ormesson. On en parle de temps en temps, même encore il y a quelques jours. Enfin bon, bref. Donc Jean d'Ormesson, moi j'adore. C'était un vrai plaisir de lire ce bouquin. C'est un faux inédit à mon avis, mais c'est un vrai plaisir. Pourquoi ? Parce que Jean d'Ormesson et François-René de Chateaubriand, c'est les mêmes. C'est les mêmes. D'accord. En gros, Chateaubriand, c'est le rêve de d'Ormesson. Il est presque arrivé. Voilà, en gros, c'est ça. Parfait. Et puis alors, non. Vous avez un autre coup de cœur, mais vous savez que votre temps est écoulé largement. Alors. Non, mon dernier, plus gros coup de cœur, c'est celui-là. Vous auriez dû vous concentrer sur celui-là. Voilà, okay. oui, mais enfin, je suis. Vous savez pas, vous on sert le kiki tellement que. C'est ça, c'est de ma faute. Alors, la messe n'est pas dite d'Éric Zemmour. Et alors là, moi, je dois dire que franchement, Zemmour, je suis pas d'accord avec lui sur tous les sujets, mais je trouve. Passez-moi ce bouquin. En tant qu'écrivain, je trouve qu'il mérite l'Académie française, et en tant qu'homme politique, pour moi, il y a Zemmour et puis tous les autres. Peut-être Sarah Knafo, mais je dois dire que sur le plan intellectuel, sur le plan de la profondeur de la réflexion, sur le plan de la qualité de la personne c'est absolument extraordinaire. 125 pages, c'est une merveille. J'avais prévu de vous en lire quelques bonnes lignes, vous n'allez pas m'autoriser, donc je le ferai pas. Ok, François Martin, vous êtes sur cette ligne-là ? Pas du tout. Hein. Il faut faire une émission entière. Oui, il faut faire une émission entière. Je vais juste vous lire la quatrième. L'Église a fait les rois, qui ont fait la nation, qui a fait la République. La France, sans le christianisme, n'est plus la France. Et je veux continuer à vivre en France. Tu m'autorises à lire la page 72 ou pas, Pardon ? La page 72. Ah non, là on est vraiment très... Mais on reviendra là-dessus. Ça pourra être à l'objet d'un autre coup de cœur. Ok, le dernier. Ah non, ça, non. François Martin, deuxième coup de cœur. C'est fini. J'allais dire que c'est nous. Vous avez joué toute votre cartouche, là, François. J'allais dire que c'est nous le dernier. Il y a un moment où il ne faut pas trop tirer sur la corde. Et la corde, c'est moi. Éric Richard-Mauss, coup de cœur. Dans le prolongement de ce qui a pu être dit sur les agriculteurs, déjà, soutien total aux agriculteurs. J'ai eu l'occasion d'aller rendre visite et soutenir les agriculteurs de la coordination rurale il y a quelques jours. Là, en ce moment, c'est FNSEA et JA, même si au niveau national, FNSEA, c'est pas terrible du tout. Au niveau de ceux qui manifestent et ceux du rang, entre guillemets, il y a des personnes très courageuses et bravo à elles. J'ai l'impression que vous avez deux coups de cœur, vous. Et bien, dans ce contexte-là, il y a eu une recrudescence énorme du nombre d'arrachages de drapeaux européens par des agriculteurs, par des citoyens et par des maires. Ça, c'est assez rare. Des maires de France, dans le Vaucluse, en Bretagne, dans la Meuse, dans plein de départements, c'est en train de devenir de plus en plus important. Et bien, total soutien à ces maires, puisque sur ce sujet-là en particulier, on parle d'agriculture, sur le Mercosur, même si on peut regretter que Macron ne se batte pas assez au niveau européen pour défendre nos intérêts, on n'est plus souverain sur notre politique commerciale. Donc même si on ne veut pas, il passe en force. La façon de sauver notre pays et de sauver notre agriculture en particulier, c'est d'en sortir, de reprendre notre liberté, sinon on sera condamné à rester des esclaves, à rester des cocus et à se plaindre sur le lèvre renversé. Merci beaucoup. Si on n'avait pas compris que vous étiez souverainiste, là c'est fait. Oui, c'est aussi générationnel parce qu'effectivement, la génération de M. Georges... Si on fait un débat, on va se terminer au point, malheureusement. Ça va être terrible. Moi, Là, celui qui prend les coups, pour le moment, c'est un peu moi, avec les punchs que vient de m'envoyer François Martin. Franck, tu t'en tires très bien. Je m'en tire. J'ai un vote de confiance, ça continue. Eh ben, ça tombe bien, on va se retrouver dans 15 jours. Merci, messieurs. Et donc, dans 15 jours. À bientôt.